Nous entamons la 4e journée de ce colloque extraordinaire. C'est quelque chose de, je dirais, à la fois pour les organisateurs, pour les forces accueillantes, et puis pour vos contributions. Je disais à l'instant, moi je suis rentré en brasserie en 73, on m'aurait dit soit le plus fou visionnaire du monde, je n'aurais jamais imaginé que l'on aurait eu en 2023 un colloque comme celui-là. Donc là, aujourd'hui, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va entamer des contributions sur la bière aujourd'hui. Donc aussi bien au niveau de la production, de la consommation, de l'expérimentation. Et puis j'ai vu que vous aviez préparé une fois la bière produite, il faut la boire, mais comment? Alors ça, vous savez que c'est quelque chose que j'adore, donc on le fera en fin de matinée, mais on va tout de suite commencer pour respecter d'abord tout ce que vous avez à nous dire et puis les horaires. Donc, il y a un petit changement, c'est Mathieu Luchler qui va prendre la parole maintenant pour nous dire brasser sa bière au XXIe siècle, un savoir-faire aux multiples facettes. Alors, merci Mardiou de me donner la parole. Alors effectivement, préparer au pied levé une présentation suite au désistement de Jean-Baptiste, c'était un peu compliqué la semaine dernière. J'ai fait ça pendant le dimanche dernier, donc j'espère que ça vous plaira. J'ai décidé du coup de présenter un aspect de mon travail ethnologique effectué en 2018-2019, alors lors d'un congé formation, m'ayant permis de baigner pendant une année dans le milieu brassicole artisanal et amateur alsacien. Alors, cela permettra de faire un point sur cette thématique en raccord avec le thème de la session et les discussions que nous pourrons avoir par la suite. Alors qu'en 2020, je vais juste revenir sur là. Alors qu'en 2020, les périodes successives de confinement liées à une crise sanitaire sans précédent limitaient nos achats aux produits essentiels, les cavistes peuvent rester ouverts afin de proposer des vins, mais aussi de plus en plus des bières artisanales de diverses régions françaises qui, depuis quelques années, sont en pleine expansion en pays et au pays du vin. Désormais, les nombreuses boutiques entièrement consacrées à ce type de bière ouvrent dans les villes françaises comme à Strasbourg, ici Saverne, la Grande Rue. Peut-être que vous êtes passé devant cette boutique, le birologiste. La consommation de ce breuvage était en expansion croissante ces dernières années. Cet engouement a vu la création d'un festival strasbourgeois également consacré uniquement aux bières artisanales, le Strasbourg Craft Beer Festival, dont la 3e édition avait été annulée, mettant à mal les nombreux échanges entre les consommateurs et les producteurs que j'avais pu observer lors d'un terrain ethnographique, donc entre 2018 et 2019. Alors que la bière, en tant que boisson traditionnelle fermentée, est connue depuis longtemps et produite partout à travers le monde, la bière manufacturée, dont j'ai mis quelques exemples sur la diapositive, en mode XXL, on va dire, donc cette bière manufacturée et conditionnée est issue d'une production moderne et occidentale, qui s'est implantée suite à l'expansion coloniale dans de nombreuses zones du globe. Et aujourd'hui, la bière industrielle est contrôlée par seulement 3 groupes mondiaux, donc AB InBev, SAB-Miller, Heineken, Carlsberg Group. En Alsace, seule la brasserie familiale Météor, Orfelden, est restée indépendante, commercialisée de façon globale depuis les avancées technologiques liées au froid artificiel et surtout du fait de la colonisation occidentale, notamment à la fin du 19e, début 20e, lors de la mise en place de véritables empires. La bière est aujourd'hui partout dans le monde, tropicale en particulier. C'est un produit facilement accessible, ce qui n'était pas le cas il y a à peine plus d'un siècle encore, donc aujourd'hui en grande surface ou dans les débits de boissons. La forme de la bière moderne la plus connue d'un point de vue occidental reste la bière de type lager, c'est-à-dire de fermentation basse, blonde, filtrée, au goût légèrement amer et pasteurisée. Elle illustre un modèle de consommation européen qui, pour des raisons de domination coloniale, a été imposé et suivi. Aujourd'hui, on peut fabriquer ce type de bière quasiment partout et par toute saison, si l'on dispose des équipements et des matières premières adéquates. Cette uniformité marque à la fois l'origine européenne de cette bière arrivée à un certain appauvrissement et une standardisation. En effet, la fabrication actuelle est toujours celle procédant par germination des grains de céréales, qui ne représente qu'une des 6 voies possibles, comme on l'a vu avec la présentation de Christian Berger, pour transformer de l'amidon en boisson fermentée. Ainsi, la dégradation enzymatique de l'amidon libère les sucres que la graine contient, mais dans notre cas, la germination est nécessaire, tout comme le concassage du grain avant cuisson. Ce modèle de production est souvent en concurrence avec des boissons proches dites indigènes. Alors, la bière et les boissons maltées, on l'a vu pendant toute cette semaine, ont une longue histoire bien au-delà de l'Europe
dont certains pans restent encore à découvrir, malgré des découvertes récentes des époques préhistoriques, protohistoriques. D'un point de vue technique et culturel, François Sigaud a posé des jalons importants pour la compréhension des processus des productions de bière, de leur diversité, des sélections successives opérées par l'homme. Fabriquées de façon artisanale dans les abbayes, qui géraient des domaines, qui gèrent encore des domaines, des terres agricoles disponibles pour la culture de l'orge, et disposent des outils de production réunis en un même lieu, comme l'illustre le plan qu'on a vu à plusieurs reprises de l'abbaye de Saint-Gall en Suisse. La brasserie de métier se développera par la suite au milieu du XIIIe siècle en Alsace, parfois lors de sécularisation. Les divers progrès techniques, initiés du début du XVIIIe comme la chaudière vapeur, permettront d'accroître considérablement par la suite ces avancées. Les brasseries, effectivement, constitueront des creusets d'innovation. Alors, les travaux de Louis Pasteur, comme on l'a vu hier aussi, sur la fermentation et la maîtrise de la prolifération des levures et des bactéries sont importantes, justement parce qu'à une époque, il y avait eu des attaques forcément de bactériennes qui ont fait chuter la production. Et un peu, Pasteur est venu en sauveur et a réussi à conserver cette filière brassicole. Les découvertes de Pasteur également révolutionnèrent les possibilités de conservation et de vente sur de longues distances. Alors, en rentrant dans le monde de la biotechnologie et la possibilité d'augmenter la production en évitant les infections, de nouveaux besoins sont apparus également, et des nouveaux besoins d'enseignement aussi, ce qui amènera à la création d'écoles de brasserie, comme à Paris en 1861, Nancy, puis Douai en 1893. Les nouvelles connaissances sont acquises par les futurs ingénieurs brasseurs et le savoir empirique des brasseurs artisanaux est lentement oublié. Il m'apparaissait donc important d'enquêter sur d'autres types de production actuelles, à la fois domestiques, entre guillemets, et artisanales, les deux pratiques apparaissant fortement liées. J'ai tenté de comprendre le retour à ce type de fabrication quasi entièrement manuelle de la bière, reflet la volonté de certaines personnes d'être acteurs de leur consommation. Je ne parlerai pas ici spécifiquement de la chaîne opératoire, je l'évoque dans le travail de mémoire que j'avais effectué, mais plutôt des personnalités, des brasseurs et brasseuses rencontrés tout au long de l'enquête. Alors, vous aviez ici une carte illustrant un peu les lieux où j'ai pu me déplacer en Alsace, donc principalement effectivement le Bas-Rhin, le Nord, et je m'appuierai ici principalement sur mes observations et entretiens effectués à la brasserie La Mercière, dont vous avez pu goûter cette magnifique bière préparée pour le colloque, située à Cosvillers, donc avec la souris, est-ce qu'on la voit? Oui. Donc La Mercière, voilà, c'était ici, là, près du Piémont vosgien. En effet, l'histoire de son propriétaire, Franck Julich, rentre en partie en résonance avec celle d'autres brasseurs rencontrés. Franck Julich avait accepté que je passe plusieurs jours à le suivre dans son travail, alors que je contribuais dans le cadre volontaire d'une observation, comme on appelle ça en ethnologie participante. En gros, on participe aux activités, par exemple ici de brasseurs, où on peut observer en immersion en fait des choses à étudier. Donc là, j'avais pratiqué différentes tâches de brasserie, le lavage des fûts, l'embouteillage pas forcément, mais voilà, plusieurs aspects du brasseur. Et il s'est confié sur son parcours de brasseur. Alors, comme je commence par lui, je présente un peu sa brasserie, son travail, et surtout son attrait, en fait, comment il est arrivé à la bière. Alors, son attrait pour la bière est l'une des motivations, parce qu'il aime forcément cette boisson, et il avait commencé en 2012, et son envie aussi de partager sa production avec ses amis, qui sont amateurs également de bière. Donc, comme beaucoup de gens, il a commencé avec un kit de bière tout prêt, que lui avait offert sa femme, et tout d'abord avec une petite cuve de 27 litres, ce qui est déjà sympathique. Mais il évoquait la difficulté de régulation des températures sur ce genre d'équipement et surtout le problème de contenance, parce qu'il s'est vite rendu compte que pour partager, il fallait produire plus. Donc, il est vite passé à quelque chose de plus costaud. Donc là, je le cite. Nous avions une importante demande avec les amis, donc le besoin de brasser plus. J'ai trouvé à un moment des cuves de 300 litres que nous avons trouvées sur le Bon Coin et que nous avons toujours. J'en ai parlé aux amis, ils ont tous participé à hauteur de 1 000 € pour l'achat. On est allé chercher ce matériel à Biarritz. Dans la foulée, ma cousine a créé la SARL Brasserie La Mercière pour des problèmes de droits de douane. Au départ, ce n'était pas forcément dans le but d'en vivre, mais pour pouvoir le déclarer aux douanes et être tranquille de ce côté-là. C'est en mai 2013, j'ai quitté mon emploi car ça devenait trop chronophage. Donc là, il prend la décision de passer vraiment à une position professionnelle. Et pour découvrir également les processus d'apprentissage, je me suis tourné vers un débutant dans le brassage, Raphaël. Donc là, pour vous montrer un peu des photos quand même du lieu et de l'endroit de La Mercière, que je vous invite en fait à découvrir réellement, physiquement,
rien que pour le cadre. Vous avez le plan de la brasserie, enfin, surtout la photographie générale, et puis différentes étapes que j'ai pu observer. J'ai aussi contacté d'autres proches pour faire ces observations, dont Raphaël, qui m'a évoqué son intérêt pour le brassage récent, donc en 2018. Et de tous les brasseurs rencontrés, c'était vraiment le seul qui n'avait pas encore d'autonomie vraiment en brassage. Il avait encore besoin d'un compagnon, d'un maître pour un peu se former. Et lorsque lui, je l'interrogeais sur sa relation à la bière et son appétence ou non pour ce liquide, il disait finalement que pour lui, au départ, c'était plutôt le vin rouge qu'il aimait. Mais il avait pris goût à cette nouvelle matière qu'il découvrait un peu dans la bière. Donc, je lui demandais quel type de bière bois-tu? Alors, de tout, mais c'est vrai que j'ai découvert par un ami du coin qui vient des Ardennes, les bières de style Orval et d'autres. Et c'est vrai que c'est super bon. C'est totalement différent d'une Pils. Et puis les bières alsaciennes, depuis que ça a été racheté, là je précise sous-entendu par les grands groupes, c'est pas génial quoi. Ça c'est son avis. Moi je voudrais apprendre la fermentation haute du style bière de garde. Alors dans son histoire, il me confie avoir déjà produit artisanalement de l'eau de vie avec son grand-père. J'ai aussi fait du schnapps. C'est une chose de mon enfance, mais je n'en bois pas. J'ai des collègues qui en boivent, c'est facile à faire. Le côté alchimiste me plaît bien dans la démarche. Ça fait 15 ans que je fais ça. Je ne fais pas ça seul. Tu fais avec une personne. Ce qui me plaît, c'est le côté rencontre de celui qui fait ça, qui sait faire la transmission. Il viendrait m'aider la première fois. Donc là, il parlait justement de son collègue. Alors, une troisième personne, c'est Emmanuel Georges, brasseur. Donc là, j'ai pas trop de nouvelles de sa part, à Breitenbach, dans le Haut-Rhin. Il était important de collecter son témoignage tant qu'il était disponible, car dans le mois qui suivait, il commençait justement à tenter peut-être un passage à la brasserie un peu plus professionnelle. Donc, sa brasserie s'appelle la Tintamarre. Elle est située à Breitenbach, dans le Haut-Rhin, et sa situation d'apprenti et sa pratique, encore amateur, m'intéressait. Donc, il n'avait pas de lien non plus vraiment avec la bière avant de se mettre à brasser, mais la découverte d'une bière de qualité a pu faire germer en fait une appétence à cette boisson. Donc, je le cite. Je n'aimais pas la bière. Dans ma famille, en bon orinois, on était plutôt vin. Et c'est beaucoup de parfums, avec beaucoup d'arômes que je ne retrouvais pas dans la bière. L'amertume, par exemple, c'est quelque chose qui ne me plaisait pas plus que ça. Il y a eu un peu de curiosité. Une fois que j'ai bu une bière d'un monastère allemand qui avait du goût, ça m'a tué. Pour un amateur éclairé de vin comme Pierre-Emmanuel, ça a pu provoquer une envie en fait de faire la bière. Ici, la réponse semble non pas liée à la boisson bière en tant que telle, mais plus en fait à ce qu'elle peut représenter dans son parcours et comme lien direct avec l'hospitalité qu'il a pu observer justement et pratiquer lors d'un voyage en Amérique du Sud avec sa femme lors de son internat de médecine. Ce voyage de 14 mois a été déterminant, comme il le souligne. Là-bas, il y a encore la chica, la bière de maïs, et dans chaque village, tu as des foulards rouges accrochés aux maisons, précises pour signaler la possibilité de boire sur place. C'est fait chez eux. Tu peux t'asseoir et boire la bière. Cet aspect-là m'a intéressé. Ça quadrille le territoire. Là-bas, dans les villages, il y a beaucoup de vie. Tu as le forgeron, le cordonnier, tu peux faire des vêtements sur mesure. Pierre-Emmanuel s'est alors questionné sur un projet qui pourrait renforcer les liens entre les habitants de son village pour remettre un peu de vie, comme il le précise, comme il l'a vu dans les Andes. C'est en 2008 que sa femme Joëlle lui offre son premier kit de brassage et qu'il commence concrètement à brasser en gardant à l'esprit qu'il souhaiterait partager cette expérience lors de brassins publics en musique. Parce qu'il faut préciser, il est musicien, plutôt de blues. Alors, pendant notre entretien, lorsque je l'interroge sur ses origines géographiques, il précise avoir grandi sur Colmar, mais souligne que sa famille est issue de la vallée de Münster, donc très proche de Breitenbach. Fait troublant, Pierre-Emmanuel apprend tardivement par ses proches, lorsqu'il commence à faire de la bière, qu'un de ses ancêtres était aussi brasseur professionnel à Breitenbach. En souriant, il m'explique, je le cite, il doit y avoir une forme d'abattisme, il était aussi musicien, il composait, il jouait dans un orchestre. Là, il faudrait faire de la psychogénéalogie. Alors, une troisième expérience, une journée passée à brasser avec l'association Brassage et Partage qui se situe sur Strasbourg et qui regroupe des amateurs désireux de transmettre leur savoir-faire, leur permet de mieux comprendre la pratique collective. Là, on est à plusieurs, du brassage pédagogique et ludique. Ainsi, en suivant les différents acteurs néophytes ou professionnels, j'ai pu observer les cheminements de chacun face à cette boisson alcoolisée qu'est la bière.
Alors, pour la plupart des buveurs producteurs, le point de départ de la fabrication a été la curiosité, mais aussi les propriétés gustatives de la bière. Ce passage de l'élément solide à l'élément liquide par mélange du grain maltais à l'eau qui sera chauffée, puis l'association à d'autres ingrédients comme le houblon, ainsi qu'une lente maturation reste un processus à caractère impressionnant en fait dans les discours. C'est un peu ce côté magique qui m'ont relaté. Dans toutes les situations qu'on rencontrait, brasser sa bière pour soi, d'une part, et les autres est avant tout un plaisir qui nécessite du temps et de l'espace. Il s'avère que les motivations de brasser sont diverses. Elles peuvent être liées aux relations de chacun avec la boisson, l'envie de mettre la main à la pâte et l'élaboration d'une ou des bières, signe d'aboutissement pour l'artisan et le buveur. Alors on peut s'interroger justement sur la singularité de chaque brasseur, qui s'inscrit pourtant dans des manières de faire, somme toute similaires. Alors, à travers mon enquête de quelques mois et la quinzaine de personnes rencontrées, une synthèse modeste pour l'instant se faire sur la motivation, les motivations et la personnalité des acteurs. Donc, je précise, là, ça date quand même déjà d'un moment, elle mériterait une réactualisation, de revoir ces gens et surtout les nouveaux et ceux qui ont peut-être aussi lâché cette pratique, le pourquoi de cet abandon peut-être. Donc, l'approche était clairement exploratoire et descriptive pour un sujet qui était encore peu traité, mais qui, comme on l'a vu dans les posters ici, revient. Et donc, j'espère que ça donnera peut-être des choses, effectivement, dans le nord de la France. Donc, j'ai tenté de lier des données biographiques relevant des spécificités individuelles et des observations techniques. Alors, cette approche peut paraître limitante, mais comme l'a souligné des auteurs comme Franco Ferrarotti dans Histoire et Histoire de vie, chaque individu représente la réappropriation singulière de l'univers social et historique d'une société. Donc, ça a quand même son importance. Alors, c'est vrai que les travaux universitaires et tout sur ce sujet ont été, moi, ce que j'ai connu à l'époque, c'était le Québec. Et c'est parce qu'il y a une forte activité brassicole dans ce pays. Et donc, ça a été traité très tôt, d'une manière universitaire, plusieurs mémoires de maîtrise, master, etc. Donc, et on s'est intéressé très tôt aux phénomènes identitaires liés au terroir et à l'attachement au lieu. Donc là, par exemple, Mathieu Tremblay en 2008, Antoine Majot en 2017, aux universités de Laval. Euh, donc là, c'est des sujets qui avaient déjà été traités. Alors, l'individualité des brasseurs, c'est un élément aussi, un signe distinctif finalement des brasseurs, qui se définissent généralement par rapport à leurs confrères proposant des bières différentes. Il y a clairement une volonté de se distinguer des autres. Sinon, quel intérêt en fait on aurait à produire un produit? Il faut quand même réussir à se démarquer. Il y a cette dynamique de l'identité, alors développée par certains auteurs comme Frédéric Bracht dans les années 70, qui insiste en fait sur l'historicité des phénomènes communautaires non figés. En fait, on est en constante redéfinition de ces liens et d'identité qui sont mouvantes, et donc c'est aussi pour ça que ces brasseurs essaient de trouver des nouveautés. Donc j'ai aussi pu lire un article d'Alex Muccelli à propos, qui est un article un peu complémentaire pour cette définition en fait de l'identité qui est pas évidente, hein, parce que parfois on se dit est-ce que c'est vraiment la subjectivité du chercheur, ça reste objectif. Donc là je cite un peu un passage de son article. Donc il dit l'identité est un ensemble de significations, donc des variables sont les acteurs d'une situation, apposées par un ou des acteurs sur une réalité physique et subjective, plus ou moins floue, de leur monde vécu. C'est donc un sens perçu donné par chaque acteur au sujet de lui-même ou d'autres acteurs qui se servent de différents contextes de référence, et ce, en fonction de leur projet ou de leur visée intentionnelle. Donc, tout en soulignant les individualités, donc on peut retrouver, par exemple, là je m'arrêterai je dirais deux, trois mots sur les étiquettes, qui est un marqueur en fait d'individualité des brasseurs. Il est possible d'identifier des points fixes tout de même dans ces pratiques. Donc là, vous avez différentes étiquettes. Alors la Mercière, voilà, il y a l'étiquette et le sous-boc de leur bière classique, donc la blonde, qui représente clairement voilà, la convivialité, la commensalité, boire un verre ensemble, et qui reprend clairement le lieu, en fait, la Mercière. Parce que la Mercière, ce n'est pas seulement une brasserie, c'est aussi un restaurant, un lieu de partage. Alors vous avez l'étiquette de la brasserie Tintamarre, donc là, Pierre-Emmanuel avait surtout envie de garder des idées à la fois de ses voyages aussi. Donc, il y a la bière qu'il avait faite, une bière fumée qui rappelait un peu les épices. Donc là, j'ai pas mis l'étiquette. Donc là, c'est une autre étiquette sur son endroit parce que c'est tout près du col, d'une zone de col de Piémont-Vosgien. Donc attention, c'est des panneaux qu'on voit le long de la route. Donc là, plutôt attention aux chutes de pierre, attention aux chutes de bière.
Donc, un petit clin d'œil. Et à droite, voilà, des choses un peu plus rigolotes sur de l'association brassage et partage. Et c'est ce que j'expliquais. Voilà, Pierre Emmanuel, lui, son but aussi, c'était de pouvoir proposer des brassins collectifs en musique. Alors, il me disait pourquoi pas peut-être la musique a un effet sur la bière. Pourquoi pas? On dit bien que la musique fait du bien aux animaux, aux vaches laitières. Ça, c'est un autre débat. Et donc, pour continuer, moi, ce que j'essaie de voir, justement, c'est constances que les acteurs observés. Alors, il y a une constante, c'est le genre, justement, de ces brasseuses-brasseurs. Alors, moi, ce que j'ai pu rencontrer essentiellement, et en majorité, ce sont des brasseurs hommes, même s'il existe, bien sûr, des brasseuses en Alsace et dans le reste de la France. Alors, la brasserie La Mercière à Coswiller, à l'époque, Imen Julich était associée avec son compagnon dans la brasserie. Lors de mes visites, j'ai pu la suivre dans ses travaux liés au brassage, mais pas forcément à la réalisation d'un brassin en tant que tel, tâche pratiquée par Franck. Dans une brasserie proche, la Batte, à Lorvillers, que j'aurais aimé suivre dans mon travail, le brassage est quant à lui exclusivement féminin. Outre-Atlantique, au Canada ou outre-Manche, comme en Grande-Bretagne, cette majorité masculine est actuellement tout aussi prégnante. Aujourd'hui, de plus en plus de femmes, pourtant, se lancent dans l'aventure brassicole en France. Là, c'est un article d'Elisabeth Pierre en 2014, donc ça date un peu. Donc, à l'époque, une brasserie française sur 6 était gérée par une femme, ce qui est quand même pas rien. Mais il est vrai que les hommes sont majoritaires dans les ateliers d'initiation de brassage, comme ici, de plus en plus nombreux. Et comme nous l'avons évoqué dans ce colloque, la production de bière depuis ses origines et les premières mentions qui nous sont parvenues étaient pourtant une activité féminine. Tout d'abord domestiquée, puis artisanale, liée à la production du pain. Alors, outre-Rhin, au XVe siècle, ce sont les femmes qui dominent dans la corporation de brasseurs de Francfort. Donc là, je cite Bertrand Hale dans une thèse qu'il avait faite publiée par la suite, L'homme et la bière. Et le brassage domestique restera forcément ancré fortement dans les familles jusqu'au début du XIXe siècle, dans certaines régions germaniques. Toutefois, les chiffres concernant cette mention manquent du côté alsacien. Donc là, une enquête historique permettrait peut-être d'en savoir plus. Dans 2 articles publiés sur son site, Carole Annie Kaili, je ne sais pas si je cite bien la personne, esquisse l'histoire des brasseuses et de leur perte de pouvoir, tout particulièrement en Angleterre, où elles jouissaient d'une bonne renommée jusqu'au XVIe siècle. Elles ont pourtant lentement perdu la main mise sur les débits de boissons et leur outil de travail, une certaine dépossession. Par la suite, un passage à une industrialisation plus poussée et donc à la réalisation de plus de profits et de génération de plus de pouvoir a limité l'accès des femmes à la propriété des brasseries. Cette mise à distance n'est pourtant pas liée à un manque de compétences ni à un savoir technique inférieur, ce qui est une théorie proposée par Alain Testard, par exemple un anthropologue, sur des situations plus traditionnelles. En effet, il évoque ça dans l'Amazone à la cuisinière, où il parle de la division sexuelle du travail. Alors, je le cite, partout où l'émergence d'un pouvoir économique, même limité, d'une classe d'artisans est envisageable, les outils et le travail ont été accaparés par les hommes. Partout où l'émergence d'un tel pouvoir est impensable, outils et travaux ont été laissés aux mains des femmes. Et si les hommes ont dépouillé leurs femmes de leur savoir-faire traditionnel, ce n'est pas pour plus de pouvoir contre elles, c'est pour en avoir pour plus contre les autres hommes. Alors, dans son ouvrage, Alain Testard souligne que les femmes ont été écartées des activités comme la chasse dans les sociétés traditionnelles, basées sur des outils à percussion lancée et des armes coupantes faisant couler le sang. La mise à l'écart de telles tâches masculines résulterait de l'évitement d'une conjonction du sang avec le sang l'animal et sang menstruel des femmes. Une explication assez proche et plausible, basée sur la croyance d'un mise en péril du processus de gestation de la bière par une femme ayant ses règles, a été soulignée par Bertrand Hale, qui cite plusieurs textes anciens. Et effectivement, on craignait une rupture justement de l'équilibre de la production entraînée par ce dérèglement en fait mensuel. Et donc, ça se tient dans les sociétés entre guillemets traditionnelles. Voilà. Alors, pourtant, la part des femmes dans l'industrie brassicole récente est indéniable, comme le montre par exemple l'exemple de Rina Müller. Celle-ci prit la succession de son père à la brasserie Schützenberger de Schiltigheim en 1978, assurant ainsi la pérennité de la brasserie, malheureusement fermée aujourd'hui, malgré une tentative de remise en route en 2012 par sa fille Marie-Lorraine, décédée en 2016. Alors, lors d'une interview en 2014, elle évoquait la figure tutélaire de son grand-père qui imposait le respect dans la brasserie.
La transmission de l'outil de production pouvait ainsi aussi se faire à la veuve du défunt brasseur. Donc ça, c'est important. Qui connaît alors les rênes d'un brasserie. Par contre, en cas de remariage, elle pouvait en perdre à nouveau cette maîtrise. Cette position a été étudiée par les brasseurs et brasseuses, par Marion Hubert pour les brasseurs parisiens, dans une thèse à l'époque récente, de 2016. Et là, je la cite, femmes comme veuves de brasseurs sont en outre des éléments discrets, mais fondamentaux dans le monde des communautés des métiers. Tandis que la première est généralement une aide précieuse pour la tenue des registres et la gestion du commerce, la seconde possède une grande liberté pour agir comme elle l'entend dans son commerce et dans sa famille, en début de quelques restrictions réglementaires. Donc on voit bien ici que l'indépendance d'exercice pour les femmes se place dans un contexte bien particulier. Il ne faut pas négliger ici la symbolique et l'image changeante liée à la consommation de la bière et sa promotion, qui a souvent utilisé l'image des femmes à différents escients. À la fois mères nourricières ou séductrices, les femmes doivent souvent jouer de ces stéréotypes pour se faire leur place dans le milieu brassicole. Dans le milieu de la bière industrielle, des maîtres brasseurs existent. Elles sont encore minoritaires, donc là, je sais qu'à la brasserie, par exemple, Chronobourg, on a quand même quelques femmes directrices et maîtres brasseuses. Notre immersion dans le milieu artisanal brassicole alsacien, fortement masculin aujourd'hui, révèle quand même une ouverture d'esprit, de transparence et de partage des savoirs, sans misogynie affichée. Mais une enquête plus poussée pour amener des réponses sur ce sujet. Alors, je me suis aussi interrogé un peu sur l'âge et le goût de l'alcool. Comment on en vient forcément à cette boisson. Alors, mis à part Raphaël, brasseur débutant, qui se rapproche de la soixantaine, il y a un participant du même âge présent à la journée d'initiation au brassage de l'association Brassage et Partage. La majorité des brasseurs amateurs ou professionnels rencontrés se situent dans une tranche d'âge de 30-40 ans. Cette forte proportion pourrait être liée à un attrait plus prononcé pour la consommation de boissons alcoolisées, qui pour les hommes en particulier s'élève à 37,2% pour la tranche 35-45 ans en 2002. C'est un peu des chiffres assez anciens. Mais d'après les chiffres, cette consommation augmente avec l'âge. Ces chiffres incluent la bière. Une étude récente de 2016 indique que les hommes préfèrent cette boisson aux femmes. En 2016, 93% des hommes interrogés. Il est donc opportun de s'interroger sur l'origine du goût de la bière dans le sens de l'appréciation des acteurs. Alors, mon enquête, comme vous l'avez vu, incluait ce questionnement. Et lors des premiers moments de divers échanges, même si les questions étaient plutôt centrées sur les motivations des brasseurs et l'apprentissage, j'ai forcément posé ces questions. Quelle bière aimez-vous? Quel type de bière? Donc, ces qualités gustatives sont indissociables comme en cuisine du savoir-faire et des ingrédients souvent magnifiés par l'artisan. Cette quête du goût final implique des expériences avec d'autres bières dans l'histoire personnelle de chacun. Apprécier la bière et l'alcool influence-t-elle l'envie d'en faire pour soi et les autres? Mes entretiens avaient pu aborder cette question précise, mais la majorité des acteurs, mis à part Pierre-Emmanuel, qui n'était pas particulièrement attiré par la boisson, aimait la bière, avant que l'idée d'en faire ne se fasse jour. Dans une moindre mesure, moins d'un tiers, quelques personnes avaient déjà eu l'expérience avec la production de l'alcool, comme Raphaël, avec l'eau de vie. La formation au goût de l'alcool a peu été étudiée en anthropologie. Ce sont surtout les organismes de santé qui sont penchés sur les aspects de dépendance aux produits alcoolisés. Alors, Claude Fischler, historien de l'alimentation, précise dans son ouvrage d'Omnivore que la formation du goût est en lien avec l'affectivité et l'émotion, ce qui implique à la fois la biologie et le culturel. Pour ce qui est de la bière, en tant que boisson alcoolisée, sa consommation a commencé dans l'adolescence pour les acteurs masculins et son goût amer, au départ, a pu rebuter lors de la première expérience. Le goût de cette première gorgée de bière, qui reste un rite de passage, est souvent à dépasser avant d'intégrer la communauté des buveurs. L'alcool ayant cette particularité de structurer socialement le temps et les relations interpersonnelles. Donc là, je cite toujours Claude Fischler. Dans un contexte français, des stéréotypes sociaux encouragent les garçons à montrer du courage pour absorber des aliments ou des boissons nouveaux, et au goût non connu, contrairement aux filles où le refus est mieux accepté. Le goût nouveau de l'alcool sera donc à apprivoiser au fur et à mesure des absorptions. La transmission du goût de la bière aurait nécessité plus de temps d'enquête pour identifier les différents liens possibles dans l'histoire familiale, peut-être. Mais pour Claude Fischler, les influences socioculturelles auraient, d'après les études, plus d'importance que l'apprentissage primitif du goût.
une empreinte précoce en matière d'alimentation étant limitée. Pour les préférences alimentaires ou de boissons, le coup de foudre réel avec une boisson reste à démontrer. Des qualités d'omnivore de l'homme privilégiant la variabilité, même si la nostalgie d'un goût, ce qu'on appelle plus ou moins la Madeleine de Proust, peut pousser à exagérer une prédilection d'un goût. Alors, pour au moins 5 personnes interrogées, la dégustation d'une bière à fermentation haute de type belge, comme ici vous avez par exemple la Goudal, avait révélé en chacun une curiosité et une envie d'aller plus loin dans la connaissance de la bière. Pour Raphaël, le souhait de pouvoir produire à l'identique cette bière goûtée et appréciée est éloquent. La découverte d'un goût différent, d'une amertume plus élaborée, s'oppose dans les entretiens avec le caractère des bières connues, principalement achetées en supermarché, plus fades pour eux, plus légères. L'âge des acteurs suggère également une certaine maturité gustative comparée au goût de personnes plus jeunes, n'ayant pas encore expérimenté la bière, les bières. D'après Claude Fischler, c'est bien l'expérience qui peut induire une préférence qui se conçoit alors dans un processus lent et graduel, encore mal connu. La familiarité amenant d'accepter la boisson. Cette expérience s'inscrit dans les échanges avec d'autres producteurs et une dynamique culturelle incluant de nouvelles pratiques, l'achat direct par exemple, comme de nouvelles connaissances sur le produit. Parmi les personnes interrogées, même si des achats de bière de type industriel sont encore faits, bien sûr, le but de la production est de subvenir parfois à ses besoins en bière. Un retour complet à une consommation classique étant non concevable. On peut souligner ici un point important sur lequel je reviendrai par la suite, c'est ce lien fixe et transparent, mais non exclusif entre producteurs et consommateurs de bière. Alors, dans une interview diffusée par France Culture, alors je cite Robert Charlebois, un chanteur québécois et brasseur aussi, rapporte sa première expérience très proche de celle de nos brasseurs alsaciens. Il découvre les types de bières belges de fermentation haute en 69 et souligne la lente formation de son palais à cette nouveauté. Au départ, le goût lui était agréable, mais il ne considérait pas cette variété comme de la bière. Il rajoute, c'est difficile de revenir en arrière, une fois qu'on a goûté ça. Là, je le cite. Tout en expliquant que cette découverte est à l'origine de sa volonté de produire des bières de ce type au lieu de les acheter. S'ensuit une plongée dans l'exploration du monde brassicole et des nombreuses variétés du produit. Le même constat est signalé par Antoine Majot dans son mémoire de master pour des brasseurs québécois et également Westfalk pour les homologues aux États-Unis. Comme pour l'initiation à la dégustation de vins de qualité, l'apprentissage est graduel, demande du temps, ce cheminement étant à nouveau souligné pour un petit échantillon d'amateurs de bière par d'autres chercheurs. Alors, j'ai également analysé des motivations de brasseurs actuels. Et d'après les entretiens pour les motivations, chaque brasseur possède un degré d'expérience différent, du débutant pur et simple artisan en situation de production quasi quotidienne avec le travail de routine. Ces brasseurs présentent aussi des aspirations particulières quant à leur production qui peut constituer une activité de loisir profitable, sans réel contact avec un large public. Alors ça, j'ai pu le constater, par exemple, chez Raphaël. Alors, je vais aller un peu plus vite parce que j'ai encore pas mal de choses à dire, donc j'ai un peu des choses, mais est-il nécessaire de rappeler que dans le monde globalisé actuel, tant dans le domaine de l'alimentation que dans la création, on assiste à la fois à une certaine uniformisation des consommations et à une individualisation aussi des pratiques, rendue possible par le mouvement facilité et intensif de l'information. Dans ce contexte, la circulation des biens et produits, à la base des échanges, implique qu'ils incarnent des valeurs changeantes liées aux personnalités et aux lieux. Ici, les représentations liées à la bière, au-delà que n'être qu'une simple marchandise, importent beaucoup les producteurs et les consommateurs. De plus, ce liquide sera véritablement ingéré et permettra de satisfaire certains besoins biologiques, mais surtout culturels dans l'échange et l'identification de chacun. Alors, j'avais aussi envie de vous parler un peu d'un instant de brassage collectif et ponctuel, hein, dans des lieux à la fois que moi, j'imaginais pas où on pouvait brasser de la bière dans des lieux festifs. Donc là, peut-être d'autres gens me diront oui, mais c'était déjà classique à l'époque. Effectivement, moi, je le découvrais. Dans cette première fête, en fait, une des premières fêtes des brasseurs artisanaux qui s'était passée dans un lieu assez emblématique, la brasserie de Gruber. Alors, ce qui était assez original dans ce lieu, Gruber, c'est quand même une brasserie très importante de l'époque pour Strasbourg, dans le quartier de Königshofen. Alors, je vous invite à lire une étude récente dans une revue historique où un architecte a repris justement ce quartier de Königshofen et ses liens avec la brasserie Gruber.
Donc là, vous retrouvez ça sur Internet. Donc là, l'important, c'est que au départ, l'idée, en tout cas, de brasserie avait complètement été perdue dans ce lieu. Et ce qu'on trouvait dans cette brasserie, ce qu'on trouve encore, ce sont des ateliers d'artistes, de bricoleurs, de gens qui ont envie de mettre la main à la pâte, d'apprendre à d'autres gens des techniques, pas du tout de brassage en fait, mais d'art, de la gravure, voilà, réaliser de la peinture. Et donc, en fait, le mot a pris, on va dire, entre les brasseurs et les artisans. Alors là, c'est aussi quelque chose à souligner. Donc là, je vais évoquer ce moment assez intéressant. Donc là, c'était une des premières fêtes consacrées à la bière artisanale en 2018, la Festibrasse, rassemblant plusieurs microbrasseries de Strasbourg et du reste de l'Alsace. Un des aspects importants de cette fête, qui s'étala sur 3 soirées en banlieue strasbourgeoise, est la présence d'un atelier de brassage amateur ouvert au public dans une démarche pédagogique. Donc là, le lien avec la brasserie de Pierre-Emmanuel est éloquent parce qu'on a la même volonté d'apprendre et de transmettre le brassage. Et également, c'est là où j'apprenais qu'il est de plus en plus courant de proposer ce type d'atelier lors de festivités. La démonstration, ce soir-là, a été conduite par un collectif d'artistes appelé La Meute, qui avait déjà expérimenté le brassage amateur dans le cadre d'un projet culturel urbain. Le but étant ici clairement de montrer à tous que faire de la bière est à la portée de chacun, sans un bagage technique complexe. Cette fête, initiée par les artistes dans un lieu dédié à la création, mettait à l'honneur les microbrasseurs qui, lors de mon enquête, se sont exprimés sur le caractère parallèle de leur approche à celle des artistes. Ainsi, les membres du collectif de la Drèche sont principalement des artistes artisans, qui par leur création sont amenés à maîtriser plusieurs techniques. De plus, la diffusion de l'art est souvent de leur initiative, sans passer par un intermédiaire. Là aussi, il y a sans passer par un intermédiaire. Cette configuration est également connue chez les brasseurs artisanaux. Pour eux, la création, aucun brasseur rencontré ne produit qu'une bière, exprime leur créativité. Cette proximité est à souligner, comme l'ont déjà fait d'autres chercheurs sur le sujet au Québec, par exemple. En Alsace, des liens sont reconnus entre brasseurs amateurs et artisans brasseurs, mais aussi avec des artistes, graphistes, musiciens. Par exemple, les étiquettes de la brasserie La Mercière sont faites par une artiste graphiste connue en Alsace, Madame Pinel, qui, voilà, à la fois développe son image et aime bien parler d'urbanité, mais aussi fait des étiquettes de bière en collaboration avec Franck. S'initier au brassage peut donc se faire de différentes manières et de manière directe dans le cadre d'une fête. Donc, ça peut être surprenant. Mais bien entendu, la maîtrise des techniques ne peut se faire lors d'un seul brassin. Ça se conçoit. Cela prend du temps. Par exemple, pour Franck, qui travaillait déjà dans la conception et le domaine manuel, c'est un manuel, cela aura pris 2 bonnes années, c'est ce qu'il m'a expliqué, pour développer sa gamme et atteindre son rythme de croisière. Ce qui est, à mon avis, on en discutera, mais rapide par rapport à d'autres personnes voilà, qui passent plus de temps. Quant à Pierre-Emmanuel, qui pratique par exemple beaucoup moins souvent, il aura fallu 5 ans pour qu'il se sente à l'aise pendant le processus de brassage. Alors, concluant, dans le milieu brassicole amateur ou artisanal, je dirais qu'il règne encore un certain esprit de l'alchimie. Car dans le cas des brasseurs rencontrés, leur savoir n'est pas seulement projeté sur les matériaux, mais grandit tout au long de leur vie, faite de gestes intimes et d'un engagement sensoriel avec les produits dans un artisanat ou un métier spécialisé. Enfin, le métier d'artisan brasseur combine anciens savoir-faire et techniques modernes pour proposer quelque chose de nouveau, une autre vision du monde. Alors, à l'heure d'une certaine frénésie, d'une disponibilité immédiate, faire de la bière semble ralentir quelque peu le temps, aller à contre-courant de la tendance actuelle. Et je vous remercie. Très rapidement, pour pas prendre plus de temps, moi, je tiens à remercier Mathieu Micheler, pour avoir réussi à nous donner l'amplitude des occasions de brasser au XXIe siècle, de nous avoir, je dirais, sans donner le mot, je crois, mais tu nous as montré toute la convivialité qu'il peut y avoir dans des contacts simplement entre deux personnes et le brasseur, mais aussi des fêtes. La volonté déjà de jeunes brasseurs qui veulent transmettre. Le côté transmission est toujours là. Et puis, c'est des personnes hyper motivées et authentiques. Or, je trouve que c'est très, très intéressant dans l'époque que nous vivons, parce que
c'est pas le cas de tout le monde, hein. Donc, il y a vraiment quelque chose de très, très important. Et je pensais que tu allais comment, le faire sur le brassage. Tu as été aussi sur les envies de consommation. Ça c'est important, hein. Et puis la place des femmes, hein. Donc, en Alsace, si vous voulez boire des bières faites par les femmes, vous avez Jérômine, la bicéphale, dans le Haut-Rhin, hein. Vous avez Sophie, la brasserie Blumeux, là, à quelques kilomètres d'où nous sommes. Tu as noté la Batte. Et puis, et oui, vas-y, parce que voilà, que j'oublie. Très bien. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire de ce côté-là. Il y a vraiment une réappropriation du brassage par les femmes. Et ce qui est intéressant, c'est que ces jeunes femmes-là que nous rencontrons régulièrement, elles ne veulent pas faire des bières pour les femmes. Elles veulent faire des bières, pourquoi pas, qu'on retrouve le côté féminin, mais c'est aussi des bières pour les hommes, hein, c'est important. Voilà, écoutez, moi je vais rien dire de plus, il y a des questions certainement, donc on va d'abord passer aux questions. Merci beaucoup déjà. C'était pour moi particulièrement intéressant et il faudra que j'essaye d'avoir le fameux mémoire de recherche. Bien sûr. Et alors moi j'avais une question un peu par rapport, on va dire, au parcours des brasseurs que tu as interrogés et peut-être à leur référence. C'est-à-dire que tu as dit qu'il y en avait notamment un qui avait goûté une bière de gare, enfin une bière belge, c'est ça, et qui a eu envie de la refaire. Et moi, j'aurais voulu savoir, j'ai une idée derrière la tête, mais je ne vais pas le dire, c'est est-ce qu'on t'a parlé de type d'inspiration particulière C'est-à-dire dans, le type vraiment de bière? voilà, est-ce que un mouvement particulier ou quelque chose comme ça? Bah justement, moi, ce que j'ai pu observer dans le mouvement de faire, c'est-à-dire une sorte de... Non, en fait, bon, je vais le dire, je voulais pas dire le mot, mais moi, dans le cadre de mon enquête, et je sais que ça va pas forcément plaire à tout le monde ici, mais j'ai rencontré beaucoup de brasseurs qui me parlent du craft américain et qui ont découvert la bière par le craft américain et qui me disent toujours, oui, suite à un voyage aux États-Unis, suite à voilà. Et je voulais savoir si ici en Alsace, tu avais rencontré ce même, pas du tout. J'ai rencontré en discussion ponctuelle sur des marchés, au gré des bières, par exemple, où j'avais rencontré des gens, parce qu'effectivement, j'avais vraiment essayé, quand j'avais eu le temps cette année-là, donc j'étais vraiment bière, quoi. Donc j'ai essayé d'interviewer aussi des gens, donc j'ai gardé des archives aussi. Si tu veux en disposer, je peux aussi te les fournir. Alors, c'est différent. On verra aussi cet après-midi en discutant avec Franck, c'est qu'il y a clairement plusieurs tendances. C'est-à-dire, moi, ce que j'ai pu observer, c'est effectivement que Raphaël, lui, il est assez, on va dire, c'est une personne assez casanière, qui aime rester plutôt chez lui. Donc, il n'y a pas forcément de lien, forcément, ou envie d'aller sur Internet. Donc, tout ce qui est réseaux sociaux, lui, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, je pense que l'aspect là, où découvrir la bière ou le brassage par ce biais-là, ça n'a pas été fait comme ça. Lui, c'est vraiment son mentor, comme il l'appelait, son maître, qu'il avait envie. Il voulait exactement faire comme lui. Pas déroger à la règle. Et voilà, il était rassuré quand il avait cette personne à côté de lui. Effectivement, pas du tout, un développement exponentiel. Donc là, ce que tu évoques, toi, le craft américain, je l'ai rencontré chez d'autres personnes, avec effectivement l'usage de houblon américain. Donc finalement, l'attachement au terroir un peu moins important, parce qu'effectivement, les produits américains, ça implique d'importer des choses, des goûts particuliers, le citra, etc., des choses comme ça. Ce que moi, j'ai moins ressenti quand même chez les personnes, le panel que j'ai pu observer. C'est-à-dire qu'ils connaissent ce milieu-là, mais effectivement, il y a les bidouilleurs qui sont plutôt bricoleurs dans le brassage, il y a les bidouilleurs qui veulent tester des goûts différents, donc bières différentes, plus esprit craft. Voilà, on essaie des bières un peu folles, on veut des goûts de mangue, on veut des goûts de... Donc là, c'est un autre aspect, et ce que j'ai effectivement pu voir au Strasbourg Beer Craft Festival, où là, effectivement, le petit comité qui organise ce festival-là est plus, à mon avis, lié ou a plus de liens ou plus d'appétence avec cette mouvance craft. Donc forcément, ça élargit aussi toute la France, même les brasseurs londoniens qui viennent, les brasseurs parfois d'outre-Atlantique qui viennent. Donc effectivement, c'est plutôt des mouvances. À mon avis, c'est ce que moi j'ai rencontré. On reste plutôt à la limite, un peu entre guillemets traditionnel dans le brassage amateur, dans ce que moi j'ai pu voir, mais il y a aussi clairement un autre monde que moi j'ai pas du tout forcément pu explorer. Non, mais c'est très intéressant. Et si je peux me permettre juste une deuxième question, alors bon, c'est l'échantillon d'une quinzaine d'entretiens que tu avais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir si c'est des gens en reconversion pour la plupart, je suppose.
Et quel est leur, Ouais. est-ce que tu as à peu près leur parcours professionnel? Est-ce que c'est des gens Oui. diplômés, tu vois? Bah, tu vois, par exemple, il y a un médecin, donc Mhm. Pierre-Emmanuel, lui, il est en gérontologie, donc il est docteur. Donc lui, effectivement, il avait réussi à se mettre à mi-temps pour essayer de lancer sa brasserie. Alors, j'ai pas pris de nouvelles de lui, je crois que finalement, ce projet n'a pas forcément bien abouti. Franck sera là cet après-midi, donc si tu es encore là, tu pourras même discuter avec lui. Donc lui, effectivement, il a l'information, il a un diplôme plutôt de choses très techniques. Il a fait aussi animateur nature, donc il a un parcours différent. Raphaël, ça n'a rien à voir avec la bière. Donc il y a des reconversions Mhm. qui sont parfois positives, qui marchent, mais pas que. Pas que. D'accord. Voilà. Ok, super. Ben, merci beaucoup, je laisse la parole. Anthony. Effectivement, merci pour cette communication très, très appétante. C'est vrai que ça donne envie d'aller plus loin. Non, mais oui, ça donne effectivement des belles rencontres et envie d'en savoir plus sur ces gens-là, leurs envies, leur parcours. J'aurais souhaité un éclairage sur un petit point assez précis quand justement tu décris ces nouveaux brasseurs, où tu dis qu'ils testent tous, ils font, enfin oui, qu'aucun ne fait une seule bière. Je ne sais pas si tu as disséqué dans le fait de faire plusieurs bières pour ces brasseurs-là, entre le côté curieux, aventurier de ces gens qui veulent tester plusieurs goûts, et un côté un peu plus pragmatique, commercial, de se dire simplement, en tant que marchand, je me dois de proposer plusieurs produits à mon catalogue. J'en ai discuté effectivement avec eux parce qu'il y a des différents stades, à la fois une personne qui veut faire que pour soi, une personne qui veut faire pour les amis. Et du coup, brassage et partage, eux, c'est vraiment, voilà. En fait, c'est la petite brasserie collective où on essaie de faire comme les brasseurs qui sont déjà installés. Donc effectivement, on a une recherche de gamme. Et ce qui était intéressant, c'est que là, on avait différentes personnes qui n'ont pas forcément les mêmes goûts, donc ils vont chercher à se rapprocher. Ah, voilà, moi, je suis plutôt brune, donc est-ce qu'on pourrait faire une brune? Et pour effectivement, ceux qui sont professionnels, il y a forcément un lien marketing. Il faut pas se le cacher. Faut aussi qu'ils réussissent à la vendre et donc à élargir aussi un panel. Alors moi, je ne suis pas rentré dans le détail, je n'ai pas discuté avec eux s'ils ont fait des études de marché, s'ils ont fait des... Voilà, je ne sais pas quels risques finalement ils ont pris. Je sais que Franck, voilà, il a une gamme qui est maintenant assez vaste, mais qui reste quand même limité par rapport à d'autres qui essaient vraiment beaucoup de choses. Donc là, moi, pour le retour, le risque, ça, j'ai pas trop abordé le sujet. Mais je pense, oui, c'est forcément lié. Alors, est-ce qu'on se doit d'avoir maintenant, quand on est installé, une blonde, une ambrée, une brune? Je ne sais pas. Ça, il faudra en discuter vraiment avec les